Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Thomas Schnell. 18h35 sur Europe 1 Soir Week-end. Ravi de vous retrouver avec nos débatteurs. Raphaël Steinville, bonsoir, chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Thomas. Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, nous sommes dans le seul week-end de tractage pour les candidats qui sont en ce moment sur le terrain. Et à 8 jours du premier tour, il y a ce triple bloc qui semble se dégager. Rassemblement national, Nouveau Front Populaire et Ensemble. Quel scénario privilégié ? Pas de majorité absolue, majorité relative, on se dirige en tout cas vers ça. Est-ce que un scénario à la belge, c'est-à-dire une assemblée ingouvernable, c'est quelque chose qui est possible en France ? En tout cas, c'est ce que les premiers sondages, les premières tendances laissent augurer. C'est-à-dire que si Jordan Bardella et le Rassemblement national devaient ne pas avoir de majorité absolue, ce dernier l'a déjà annoncé. Il renoncerait à devenir Premier ministre. Et on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait pouvoir constituer autour de Gabriel Attal un nouvel attelage, une nouvelle majorité avec ce risque de censure presque immédiate de ce gouvernement dès lors que aucun groupe ne disposerait d'une majorité absolue à l'Assemblée. Donc oui, on arrive dans une période très incertaine où la crise politique qui existe déjà pourrait voir accoucher d'une crise institutionnelle avec peut-être effectivement cette perspective d'un chef de l'État avec un gouvernement fantoche ou fantôme et une assemblée ingouvernable qui ne produirait plus rien. Alexandre Malafaille, pas de majorité, pas d'alliance, un locataire de l'Élysée critiqué, on se dirige vers une crise politique durable ? La crise politique a commencé. Alors elle couvre depuis des années, parce qu'en fait on voit bien qu'il y a un modèle démocratique qui est très affaibli, très critiqué. Beaucoup de gens le disaient, on pointait tous en fait les défaillances du système et son incapacité à délivrer suffisamment. Et puis il y a beaucoup d'observateurs, dont je fais partie, pour dire attention à l'usage de la parole publique. Vous pouvez pas en permanence promettre beaucoup et tenir peu. Donc tout ça petit à petit a créé un terreau qui va peut-être rendre la France ingouvernable. C'est en effet le scénario le plus probable, mais on peut aussi avoir un système de cohabitation. Parce que quand on entend un Gabriel Attal qui dit vous allez élire votre Premier ministre, ce qui est totalement différent de ce que prévoient les institutions, parce qu'on a élu un président qui nomme le Premier ministre. Donc là, on est dans une séquence très inédite. Donc soit il va devoir cohabiter avec une majorité parlementaire, plus ou moins de son camp, peu probable, soit avec une majorité de gauche, ce ne sera pas facile, soit avec une majorité relative de droite, mais bon, sinon, il n'y a pas de situation optimale dans ces trois cas-là, et la dernière option, effectivement, c'est que personne ne puisse arriver à dégager la moindre capacité à fabriquer un bout de majorité, même sur des projets ponctuels, et là, on rentre dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de blocage complet. Alors, en Belgique, on l'a observé, ça leur a posé plein de problèmes. Certains s'en sont réjouis, tandis qu'ils ont fait moins de lois pendant un certain temps. En France, ça va devenir très très vite compliqué, d'autant plus qu'on joue un rôle important dans la construction européenne. On est au début de la mise en œuvre d'une nouvelle commission, de nouvelles instances. On sort complètement du jeu français, mais aussi européen. C'est assez sérieux, oui. Conséquence de cet éventuel blocage, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'a proposé Marine Le Pen hier. C'est possible en France, la démission du président de la République, Raphaël Steinville ? Pour être plus précis, Marine Le Pen n'a pas exigé la démission d'Emmanuel Macron si d'aventure aucune majorité se dégageait. En revanche, c'est la conséquence que le chef de l'État devrait en tirer. Mais pour autant, si Emmanuel Macron devait démissionner au terme de ce processus, ça ne changerait pas grand-chose à la donne, parce que il y aurait toujours cette assemblée, avec certes un nouveau président élu, qui ne serait pas Emmanuel Macron, mais une assemblée toujours aussi peu formée, avec des majorités qui ne se dégagent pas, et donc le système, de toute façon, serait au moins bloqué pendant un an. Donc c'est ce scénario, peut-être le plus probable, en tout cas, d'un président qui resterait ou qui démissionnerait, mais sans que ça ne change rien au processus si aucune majorité absolue ne se dégageait. Alexandre Malafaille, vous parlez d'un emballement de la prise de parole. Il y en a un peut-être à qui on demande d'en faire moins. Justement, Emmanuel Macron, hier, il a encore tenu un discours dans la cour d'honneur de l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique. Il doit s'effacer pendant cette campagne. Je crois que tout le monde le lui a dit, tout le monde le lui a suggéré. Mais il ne l'entend pas. Les Français le lui expriment. On a d'ailleurs souvent des micro-trottoirs où on entend des
voilà, des Français ou des Françaises qui disent bon, qui restent un peu loin. On a eu des séquences assez marrantes d'ailleurs, qui restent un peu loin de tout ça. Qu'il ferme sa gueule à même. Oui, on est d'accord. J'ai entendu comme vous. Pour ne pas le dire. Voilà, c'est assez inhabituel. Important. Non, mais en fait, le problème, c'est que je crois que quand on est à l'Élysée, on vit dans une bulle. Et là, on est vraiment dans une hyperbulle. On a affaire à un président qui, comme beaucoup de présidents d'ailleurs, se voit un peu coupé des réalités. Il y a lui, et puis il y a le filtre de tous ses conseillers. Des cloportes, si on en croit effectivement le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui les a qualifiés pour certains de ce joli qualificatif sympathique. Et donc en fait, je pense qu'il se rend pas compte du niveau de haine en fait. C'est-à-dire que tous les présidents ont été plus ou moins détestés. On se souvient de Jacques Chirac, on se souvient de François Hollande, on se souvient de Nicolas Sarkozy, mais c'est allé plus loin. C'est allé plus loin parce que je pense qu'il y a une impatience extraordinaire qui s'installe dans le pays, parce que pour beaucoup de gens, ils ne s'y retrouvent pas, pour des bonnes raisons souvent, pour des mauvaises raisons parfois. Et donc voilà, on finit par cristalliser sur Emmanuel Macron tout ce qui finalement tient lieu aux promesses non tenues par le président actuel et par ses prédécesseurs. Et puis c'est vrai que sa personnalité, aussi brillant et on va dire intelligent soit-il, a beaucoup cristallisé de reproches sur sa façon d'être, sa façon de faire. C'est vrai que les gens qui ne sont rien, ils votent aussi. Et isolé, vous le disiez, ce président risque peut-être de disparaître, puisque les propos de Bruno Le Maire, comme d'autres cadres de la Macronie, qui semblent se détacher de ce président, de Gérald Darmanin notamment, d'Édouard Philippe, qui parle de l'ère post-Macron. C'est exactement le mot de François Hollande, candidat donc en Corrèze aujourd'hui. Il parle de la fin de l'ère Macron. C'est à ça qu'on assiste, Raphaël Steinville ? Oui, en fait, moi je trouve les propos de François Hollande très intéressants. C'est que lorsqu'il dit qu'on assiste à la fin du macronisme, il faudrait aussi considérer de ça de manière plus large. C'est-à-dire que de la même manière qu'on assiste à la fin du macronisme, mais en fait depuis assez longtemps, en vérité, on a assisté dès 2012 à la fin du hollandisme. Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que ces présidents qui se sont fait élire contre, c'est-à-dire François Hollande s'est fait élire parce qu'il y avait un anti-sarkozysme qui était puissant, et de la même manière Emmanuel Macron en scandant ce moi ou le chaos, finalement n'a fait que construire des majorités finalement d'opposition, mais sans adhésion véritable à son programme. Et donc on en arrive là où même lui, sa figure, ses propositions, sa vision ne suffisent plus à cimenter un semblant de majorité qui était très faible finalement, puisqu'on était à 22, 23, 24% de personnes qui au premier tour lui faisaient confiance, et on en arrive effectivement à ce que ce soit tellement évident que François Hollande, Édouard Philippe et tous les autres peuvent effectivement mettre scellé, gravé dans le marbre la mort du macronisme. Parlons des derniers rebondissements de la campagne avec ce qu'il s'est passé à Montargis. Éric Dupond-Moretti a demandé la suspension à titre conservatoire d'une fonctionnaire du tribunal de Montargis. Elle a proféré des insultes à caractère raciste contre sa voisine noire dans un reportage de nos confrères de France 2. On a également eu cette soirée identitaire étranger dehors qui a été interdite à Rouen, mais également hier la mise en examen d'un jeune de 19 ans soupçonné de préparer des actions violentes, et bien sûr cette horreur à Courbevoie avec cet enfant juif qui a été violé. Il y a une libération de la radicalité dans cette campagne. En fait, c'est le produit d'une histoire. C'est-à-dire que si on remet les choses un peu en perspective, pour revenir sur ce que disait Raphaël Steinville à l'instant, en 2017, on élit Emmanuel Macron, qui porte sur lui beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, et donc il réussit cette espèce de tour de passe-passe de se faire élire dans des délais évidemment incroyablement courts, président de la République, avec une belle majorité, avec une dynamique incroyable, et finalement qui occupe le centre et qui écrase les deux droites et gauche. Voilà, il y a pratiquement plus de droite et de gauche, et il est en train de tout réussir, et pendant un an il réussit tout. Et puis après, il rentre dans une séquence où finalement ça se dégrade. Les gilets jaunes, et puis on a connu tout le reste. Après, il n'a pas été aidé par l'histoire, les crises n'ont pas non plus favorisé les choses, mais il a systématiquement commis les erreurs qu'il fallait commettre malheureusement à chaque bon moment. Et en fait, on se rend compte vraiment que le centre qu'il représente n'existe pour l'instant pratiquement plus. Enfin, on verra ça le 7 juillet au soir. Et par contre, les extrêmes qui, eux, ont été toujours aux prises avec les difficultés qu'il connaissait et qui n'ont pas été traitées, notamment sur le régalien. Il y a eu beaucoup d'impasses sur le régalien pendant le quinquennat et demi d'Emmanuel Macron, où on s'est pas assez bien occupé des problèmes, on n'a pas traité de laïcité, on a fait la sécurité, on l'a mise au second plan, tous les problèmes liés à la radicalité dans les quartiers, tout ça, ça a été mis de côté, ou quand ça a été nommé, ça n'a pas été bien traité, et on se retrouve avec, au bout du compte, maintenant, deux droites et gauche qui sont pas hypertrophiées, mais enfin en tout cas très importantes, et beaucoup plus radicales dans leur posture qu'elles ne l'étaient il y a 7 ans. Et donc, de fait, on a
assiste en effet à ce type de dérapages qui sont plus nombreux, extrêmement préoccupants, la montée de l'antisémitisme, la montée d'un courant politique islamiste, si je puis dire, je mets des guillemets dans ce que je dis, mais qui effectivement, on parle d'islamo-gauchisme, on voit bien qu'il y a en tout cas un clientélisme islamique qui est à l'œuvre, avec toute l'importation du conflit sur Gaza chez nous qui est là, et ça va être évidemment très difficile à soigner. Vous voulez réagir, Raphaël Steinville? Oui, c'est-à-dire que à la fois je souscris à ce que dit Alexandre et en même temps j'y apporterai une petite nuance, c'est-à-dire que à la fois il y a une ultra polarisation de la gauche et de la droite. Pour autant, le Rassemblement national, dans sa stratégie, dans les efforts de normalisation, n'a jamais été finalement aussi aseptisé dans son discours. Donc je pense que d'un côté il y a une radicalité qui explose à gauche et un peuple, je ne sais pas s'il est de droite, en tout cas de l'ultra-droite, qui, parce qu'il peut probablement ne se sent pas suffisamment représenté, même par le Rassemblement national, aujourd'hui en vient à tenir des propos qui sont non seulement outranciers, mais qui sont insupportables. Revenons sur l'antisémitisme qui a bousculé la campagne. Ce qu'il s'est passé à Courbevoie le week-end dernier a profondément choqué la France, et ce fait divers, à quel point est-ce qu'il peut bousculer, je parle à vous qui avez connu 2002, la campagne électorale avec ce fait divers à quelques jours, Papivoise, dont on a sans doute un peu exagéré à l'époque l'importance, mais là, ce qu'il s'est passé à Courbevoie, à quel point ça peut peser dans le choix des électeurs le week-end prochain? Ça peut peser parce qu'en fait, les fameuses clarifications dont parlait Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, elles ne se perdent pas sur cette question-là. On voit bien qu'il y a encore et toujours une vraie difficulté à gauche, ça c'est très clair. La gauche qui est censée être quand même le camp de la protection, le camp de la garantie que les valeurs humaines sont toujours prises en considération, qu'on va toujours s'assurer que on laisse personne derrière soi et qu'il y aura toujours une protection. Là, on voit bien qu'il y a une ambiguïté quand même qui est majeure. Qui s'opère depuis le 7 octobre. Ça, c'est quand même assez fascinant. On l'a vu dans la séquence assez surréaliste de confrontation entre Gabriel Attal et comment s'appelle Raphaël Arnaud, qui était candidat à Avignon. Séquence surréaliste où effectivement il y a une confrontation entre les deux qui n'aurait, à mon avis, jamais dû avoir lieu, mais où effectivement Raphaël Arnaud n'arrive pas à dire les choses, n'arrive pas à nommer les choses. Et on a bien vu, bien sûr, tout le monde a réagi. On entend Sandrine Rousseau qui dit: vous inquiétez pas, avec nous, la communauté juive sera très très bien protégée. Mais il y a un problème de crédibilité quand on dit tout ça. Donc c'est vrai que ça pèse, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que la gauche, en tout cas, n'ait pas fait son aggiornamento sur ces questions-là, et une vraie prise de rupture. Ça, c'est effectivement l'erreur stratégique, à mon avis, qu'un certain nombre de dirigeants de gauche ont commise, de pas se mettre en situation de dire: bon, maintenant, LFI, c'est terminé. Ce sera compliqué à gérer sur un plan électoral, mais c'est terminé, parce qu'il faut reconstruire sur la base de quelque chose qui repose sur des valeurs. Ils l'ont pas fait, ils en assumeront certainement des conséquences très compliquées sur un plan politique politicien. Raphaël Steinville, à quel point le antisémitisme s'est invité dans cette campagne express? Vous aviez raison d'évoquer Papivoise et l'importance que cet événement avait pu jouer pendant la campagne de 2002. Moi, j'ai l'impression que peut-être instruit justement de la manière dont la surmédiatisation de cet événement tragique avait pu avoir sur l'élection de 2002. Un certain nombre de médias aujourd'hui auraient tendance, et je l'ai assisté, j'ai essayé de mesurer pour voir à quel point il y avait un sous-traitement de cette actualité tragique. Un certain nombre de médias ont fait le choix de minimiser la portée de cet événement. Ce qui est certain, c'est que le drame de Courbevoie pèse, mais il pèse dans tous les sens. C'est-à-dire que quand on voit des responsables politiques, et je pense notamment au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui, au lendemain du drame de Lola, pointait du doigt la droite, l'extrême droite, qui tentait de récupérer cette tragédie et se refusait finalement à examiner les raisons qui faisaient qu'un certain nombre de Français étaient choqués qu'une personne sous OQTF ait pu assassiner cet enfant. Le même ministre de la Justice, le lendemain de ce drame, se présente à une manifestation pointant du doigt la responsabilité de la gauche, de l'extrême gauche, de ce nouveau front populaire, mais personne, je pense, parmi les Français, ne peut exonérer la responsabilité des politiques quand on a un président qui se refuse à manifester au lendemain du 7 octobre dans cette marche contre l'antisémitisme. Je pense qu'il a contribué
peu ou prou à donner du grain à moudre à cet antisémitisme. Merci beaucoup Raphaël Steinville, chef du service politique au JDD. Merci Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia, d'être venu dans Europe 1 Soir Week-end pour essayer d'éclairer encore ces 8 jours de campagne qu'il reste devant nous avant le premier tour. Et tout sera à refaire peut-être au deuxième tour pour voir comment est-ce que cette Assemblée nationale va se recomposer. Vous êtes sur Europe 1 à 18h50. Les incontournables européens de Julia Vigliani. Julia reçoit Danny Boone et Laurence Arnay pour le film La famille Hénédrix.